Ces images familières de rencontres fraternelles entre Européens sont le résultat d'un long combat qui a connu ses heures de gloire et ses échecs, mais qui a toujours été animé du même rêve. Ce rêve d'une Europe en marche, c'est celui de voir un jour les nations européennes cesser leur lutte pour créer une union sans précédent dans l'histoire des hommes. Un des objectifs de la communauté est de rivaliser avec les deux grands et de permettre à l'Europe de reprendre une place déterminante dans le monde. Place qu'elle avait en main de la Première Guerre mondiale, mais le chemin est encore long. L'Europe des 6 et la Grande-Bretagne, avec ensemble 440 millions de tonnes de charbon par an, sont les plus gros producteurs du monde. L'Europe des 6 produit déjà plus d'acier que l'Union soviétique. Associée avec la Grande-Bretagne, l'Europe dépasserait la production des États-Unis. L'Europe vient en tête de la production et de la consommation de lait. En tête également pour la production de beurre. L'Europe détient le record de production et de consommation de vin. Mais pas de bière. Dans d'autres domaines, l'Europe a encore du chemin à parcourir pour rattraper l'Union soviétique et les États-Unis. C'est le cas pour le cheptel bovin. C'est le cas aussi pour la consommation d'énergie. Cette envie de faire mieux, ou en tous les cas aussi bien que les deux superpuissances, ne se fait pas que dans le domaine économique. Le sport et les Jeux Olympiques de Mexico sont un terrain d'affrontement pacifique qui démontre encore une fois aux Européens les faiblesses nées de leur division. Dans la course aux médailles olympiques, les deux grands traditionnels du monde sportif devaient fatalement faire de massives razzias. Livrées à elles-mêmes, les petites et moyennes nations sont noyées sous la masse des grands réservoirs d'hommes et de ressources financières et techniques dans le domaine sportif comme en d'autres. Par contre, on ne peut s'empêcher de penser que si ces petites et moyennes nations mettaient leurs ressources en commun jusqu'à constituer des entités humaines comparables à celles des deux grands, elles deviendraient des concurrents valables. Si bien qu'au décompte après les Jeux d'équipe, l'Europe des 6 rétrogradait en 3e position, c'est-à-dire USA 106 médailles, URSS 91, Europe des 6 56. On se rend compte que si des structures économiques commencent à unir les États, les Européens conscients d'appartenir à une même communauté ne sont pas légion. Les États-Unis d'Europe et le rêve des pères fondateurs sont encore très éloignés. Après quelques années, les premiers nuages sombres s'avancent déjà sur les jeunes institutions européennes. En 1961, le Royaume-Uni, qui jusque-là avait mené une politique attentiste et isolationniste vis-à-vis de l'Europe des 6, change d'avis. Il pose sa candidature pour entrer dans la CE. À Paris, le président de Gaulle, qui est loin d'être un Européen acharné, voit d'un mauvais œil l'arrivée des voisins d'outre-Manche. Pour lui, accepter les Britanniques revient à ouvrir dans le système européen une nouvelle brèche par où les Américains n'hésiteraient pas à s'engouffrer pour imposer leur hégémonie. Le discours à Philadelphie du président américain Kennedy le jour de l'indépendance 1962 semblera donner raison au général. That the United States will be ready for a declaration of interdependence, that we will be prepared to discuss with a united Europe the ways and means of forming a concrete Atlantic partnership, a mutually beneficial partnership between the new union now emerging in Europe and the old American Union, founded here 175 years ago. All this will not be completed in a year, but let the world know it is our goal. La volonté de Kennedy est en fait d'établir une zone de libre-échange euro-américaine. De Gaulle, pour préserver sa vision d'une Europe indépendante, pose son veto au nom de la France à l'adhésion du Royaume-Uni et à la proposition américaine. Pour le général, la véritable colonne vertébrale de l'Europe, c'est l'axe franco-allemand qu'il n'aura de cesse de consolider. Les nombreux contacts qu'il prend avec le chancelier Adenauer renforcent le rapprochement entre les anciens pays ennemis.
Cette époque voit l'Europe s'enliser dans une grave crise institutionnelle. Régulièrement, les responsables de ces différents États s'engagent dans des pourparlers sans fin où chaque obstacle semble mettre son avenir en péril. La vision gaulliste d'une Europe des patries s'impose. Le rêve d'unification est mis de côté et des accords pris entre les 6 réduisent les pouvoirs de la Commission. C'est sous cette forme que l'Europe va rejoindre les années 70 et ses crises économiques. En 1973, le président Pompidou lève le veto français sur l'adhésion britannique à la CEE. L'Irlande et le Danemark participent également à cet élargissement. La Grèce fait son entrée en 1981. Et en 1986, l'Europe des 12 s'organise avec l'Espagne et le Portugal. En 1995, l'Europe des 15 voit le jour avec l'arrivée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. L'Europe des 15 rassemble désormais la plupart des pays d'Europe occidentale. Une Europe qui a bien évolué sous l'impulsion d'un homme, Jacques Delors, président de la Commission. Il va marquer de son empreinte une Europe qui n'avait plus progressé depuis le traité de Rome. En 1986, l'acte unique est ratifié par l'ensemble des partenaires européens. L'objectif de ce texte est de créer d'ici à 1992 un grand marché où les frontières seraient désormais définitivement levées. Il n'y a pas de réelle différence de nature entre le marché commun et le marché unique. Seule l'intensité varie. L'idée de Jacques Delors est de relancer la dynamique européenne sur le sujet le plus consensuel, la liberté de commerce. 1989, l'Europe est bouleversée. Le rideau de fer que l'on croyait installé définitivement sur l'Europe se déchire subitement. L'Europe va profiter de ces circonstances pour donner un souffle nouveau à son développement. Elle ne doit plus simplement se résumer à une structure économique, elle doit se montrer plus ambitieuse. En février 1992, par la signature du traité de Maastricht, la communauté économique européenne fait place à l'Union européenne. On a pris l'habitude de représenter la nouvelle Europe par un temple grec. Le fronton de cette union repose sur 3 piliers censés être de même importance. L'économie, qui avait été à la base de la construction européenne, reste un des fondements essentiels de l'Union européenne. 2 nouvelles colonnes viennent s'ajouter à la structure de l'édifice. Le 2e pilier est celui de la politique étrangère et de la sécurité commune. Le 3e est celui de la justice et des affaires intérieures. Les compétences de la communauté s'accroissent dans de nombreux domaines. L'environnement, la recherche, l'éducation, la culture, la formation, la santé et la protection du consommateur font désormais partie des multiples compétences des institutions européennes. Une majorité des décisions concernant la vie de millions de citoyens au quotidien sont désormais prises au niveau européen. Cette Europe renforcée laisse néanmoins la porte ouverte aux critiques. Les eurosceptiques ou les eurodéçus sont encore nombreux. La construction n'est pas encore parfaite et de nombreux pans de la Maison Europe sont encore en chantier. De l'extérieur, l'Europe et ses institutions peuvent apparaître, et souvent à raison, comme une lourde machine bureaucratique au fonctionnement complexe. Répartis entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, quelques 20 000 fonctionnaires en provenance de 15 pays s'exprimant dans 11 langues différentes travaillent au Parlement, aux cours de justice et des comptes, et à la Commission. Les problèmes linguistiques sont gigantesques pour ces institutions qui doivent gérer au quotidien les multiples combinaisons de traduction entre les différentes langues. Imaginez la complexité pour assurer la traduction entre le portugais et le danois ou entre le finnois et le grec. L'institution la plus proche du citoyen est sans aucun doute le Parlement. Depuis 1979, celui-ci est élu démocratiquement par l'ensemble des Européens. Aujourd'hui, 626 députés représentent quelques 373 millions de citoyens. Lors des sessions mensuelles à Strasbourg et à Bruxelles, le contrôle démocratique effectué par le Parlement sur les institutions européennes reste hélas très limité et ne s'inscrit que dans quelques domaines précis. Il donne des avis sur les propositions de loi de la Commission. Madame la Présidente, Il peut lui demander de se justifier
au besoin la censurer et provoquer sa démission immédiate. Pouvoir fondamental, le Parlement a le droit de rejeter le budget approuvé par le Conseil lorsqu'il n'est pas d'accord sur la répartition des dépenses. L'Assemblée approuve tous les 5 ans la nomination du nouveau président de la Commission. Confirme son approbation de la nomination de M. Romano Prodi vient d'être approuvée. Je crois pouvoir féliciter Monsieur le Président Romano Prodi et féliciter l'ensemble des commissaires qui ne sont plus commissaires désignés mais qui sont maintenant commissaires à part entière. Lors des sessions plénières, quelques 200 journalistes se bousculent dans les bâtiments flambant neufs du Parlement européen de Bruxelles et de Strasbourg. De véritables studios de télévision, de radio et des salles de presse modernes permettent à cette armada d'Euroreporters d'effectuer leur travail dans des conditions optimales. Quelques 4300 lobbyistes sont enregistrés au Parlement, mais leur nombre effectif est, lui, incalculable. Chaque année, le Parlement reçoit près de 250 000 visiteurs soucieux de voir comment fonctionne l'Assemblée européenne. Le Parlement utilise chaque année 100 tonnes de papier. Lors de chaque session, quelques 550 interprètes sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des débats et entre 40 et 60 heures d'enregistrement vidéo sont utilisées. Ces chiffres vertigineux donnent la dimension et l'importance de cette institution unique en son genre. À Luxembourg siège la Cour de justice. Elle a pour rôle de sanctionner les violations du droit communautaire. Elle est composée de 15 juges et de 8 avocats généraux. À ses côtés, la Cour des comptes examine la totalité des recettes et des dépenses de la communauté. Ces deux organes essentiels participent au contrôle et au bon fonctionnement des institutions. Le Conseil des ministres rassemble les ministres en charge dans leur pays des questions à délibérer. En fonction des sujets, il doit se prononcer à l'unanimité ou à la majorité des 2/3 sur les propositions de la Commission. Il ne faut pas le confondre avec le Conseil européen qui réunit 2 à 4 fois par an les chefs d'État et le président de la Commission européenne. Il règle les problèmes vitaux pour le progrès de l'Europe et donne l'impulsion nécessaire aux nouvelles orientations de la politique européenne. C'est l'heure des célèbres photos de famille pour tous les dirigeants européens. La Commission siège à Bruxelles et est sans aucun doute l'institution européenne la plus controversée. En mars 1999, elle s'est retrouvée au centre de critiques virulentes. Sous la pression et les soupçons de corruption, le collège des commissaires a dû démissionner. Mais cette institution reste et demeure le véritable organe central de l'Union. Elle se compose de 20 commissaires, sortes de super-ministres européens, proposés par chaque État et théoriquement en place pour 5 ans. Les grands pays, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, ont 2 commissaires. La Commission propose des lois et les politiques communautaires à l'assentiment du Parlement et du Conseil des ministres. C'est également elle qui doit mettre en pratique les décisions prises par le Conseil. Elle élabore l'avant-projet du budget. Budget qui s'élève à presque 100 milliards d'euros. 5% de cette somme sont alloués aux frais de fonctionnement des institutions européennes. Mais il faut savoir que plus de 40% du budget est consacré à ce que l'on appelle la politique agricole commune. Au lendemain de la guerre, les pays européens produisaient à peine de quoi subvenir à leurs propres besoins, ce qui ne garantissait aucunement la stabilité des prix. La mise en place d'une politique agricole commune s'est faite au prix de nombreuses crises et discussions, mais est sans aucun doute une des plus importantes réussites de l'Europe unie. À partir de 1962, la PAC va permettre à un grand nombre d'exploitations de se maintenir en assurant une rente minimum aux agriculteurs.
Même si le nombre de paysans diminue toujours, le succès de cette politique conduira l'Europe à connaître une surproduction gigantesque. Des quantités considérables de produits devront être stockés, détruits ou exportés à perte. La vache folle, l'utilisation d'antibiotiques et d'hormones dans les élevages ou encore les organismes génétiquement modifiés sont les dérives regrettables de cette course à l'activité. Dans les années 90, l'Europe devra revoir sa politique avec des mises en jachère et une réduction des aides directes aux exploitants. Les agriculteurs ne comprendront pas toujours les démarches eurocratiques et ils ne seront d'ailleurs pas les seuls. On reproche souvent à l'Europe son manque d'ambition dans le domaine social. Et là, dès ses origines, mise en avant des perspectives purement économiques. Dans les négociations récentes, l'emploi est enfin signifié comme une priorité fondamentale pour l'Union et plusieurs règlements européens tentent de protéger les droits des travailleurs. Des fonds conséquents sont débloqués par l'Union pour permettre aux régions les plus pauvres du continent de connaître un développement équivalent aux territoires les plus favorisés. Mais l'Europe semble bien désarmée face aux multinationales et à une économie qui se globalise toujours plus. La crise yougoslave a montré les faiblesses de la diplomatie européenne. L'Europe s'est révélée incapable d'intervenir sans l'appui de ses alliés américains et sans l'appui de l'OTAN. Les événements ont mis à jour l'incapacité des Européens à réagir d'une même voix dans une situation de crise, même si les accords de Maastricht prévoyaient un renforcement de la politique extérieure et de la défense européenne. Si l'Europe est quasi inexistante sur le théâtre de la diplomatie internationale, elle est pourtant devenue le plus important bailleur de fonds pour l'aide au développement, et cela bien devant les États-Unis. En 1975, les membres de la Communauté européenne et 46 pays de l'espace Afrique, Caraïbes, Pacifique signent la première génération de la Convention de Lomé. Au Mali, par exemple, l'Europe finance la construction d'écoles ou participe à la lutte contre l'ensablement de Tombouctou. Les fonds au développement permettent la création de petits périmètres de culture irrigués par le fleuve Niger. À ce jour, quelques 77 pays entre 1996 et 2000 ont profité des 14 milliards d'euros consacrés au développement dans de nombreux domaines. Malgré le traité d'Amsterdam, qui confirme celui de Maastricht, l'Europe est toujours confrontée à de graves difficultés institutionnelles. L'aboutissement d'accords à 15 est généralement très laborieux. Or, l'élargissement de l'Europe à 20 ou 25 dans un futur proche est inéluctable. De nombreux pays, notamment à l'Est, frappent à la porte. Les institutions européennes doivent être perfectionnées afin d'éviter que la machine ne se grippe définitivement et que l'adhésion de ces pays souvent plus pauvres ne creuse un gouffre fatal dans le budget européen. Même si les faiblesses sont indéniables, l'Europe a largement contribué à l'évolution de notre quotidien et la citoyenneté européenne correspond désormais à une réalité concrète. Les contrôles pour les Européens aux frontières intérieures et extérieures de l'Union ont été définitivement supprimés. Même dans un pays lointain, chaque citoyen européen peut bénéficier de la protection des autres États membres s'il ne peut se rendre dans son ambassade. Chaque année, l'Europe offre à des milliers d'étudiants européens la chance de poursuivre leurs études dans un autre pays de l'Union. Les échanges dans le monde de la formation, mais également du travail, ne cessent de s'étendre. La législation européenne facilite la reconnaissance des diplômes et la libre circulation des travailleurs.
Ces dernières années, l'Europe s'est donné les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la pollution à l'échelle du continent. La base des règlements dans cette matière répond au principe du pollueur-payeur. L'Union européenne a pris des mesures réparatrices et préventives. La dépollution des eaux douces et salées, l'élimination du plomb dans les carburants, la réduction des émissions de dioxyde de soufre et d'azote, la promotion des énergies non polluantes ou encore le recyclage des déchets sont autant de décisions qui tentent d'améliorer le quotidien et surtout l'avenir de millions d'Européens. Mais ce qui change radicalement les habitudes de chacun, c'est l'avènement de la monnaie unique, l'euro. Les frontières entre les pays levées, le change restait la dernière entrave à la circulation des individus. Ce rêve d'une union monétaire est ancien. Nous sommes en 1972. Comme symbole de cette communauté élargie, une monnaie européenne, elle aussi symbolique, a été réalisée en Italie à l'initiative de l'Union pan-européenne. 4 pièces en or et 3 en argent, aux effigies des pionniers de l'unification européenne, ont été tirées à 10 000 exemplaires numérotés et poinçonnés à la frappe. Cette émission préfigure la mise en place d'un fonds européen de coopération monétaire dont la première action sera de donner à l'unité de compte européenne une valeur de convertibilité dans chacune des valeurs nationales. Des accords pris entre les États européens prévoient qu'une union économique et monétaire devra voir le jour pour 1980 au plus tard. Mais la réalité économique planétaire va ruiner ces espoirs. La crise pétrolière et la crise du dollar plongent les monnaies européennes dans une période d'instabilité importante. Les finances publiques des pays européens se creusent et l'inflation augmente. Les espoirs d'une union monétaire sont ruinés pour plusieurs années. Une alternative est trouvée par la création du système monétaire européen, ou SME. Ce projet voit naître le European Currency Unit, ou ECU. Cette unité de compte est en fait une référence qui lie les monnaies européennes entre elles. Le SME vivra plusieurs crises, mais au bout du compte, il se révèle être un grand succès de la construction européenne et l'embryon de l'euro. La relance de l'Europe passe par la concrétisation d'une union économique et monétaire. Jacques Delors propose un plan pour la constitution d'une monnaie commune. Les réticences sont importantes et cette proposition fait ressurgir les égoïsmes nationaux. Les pays possédant une monnaie forte, comme l'Allemagne ou la Hollande, craignent de se voir attribuer une monnaie plus faible. Mais ni l'obstination des gouvernements, ni les crises économiques à répétition n'auront raison de la volonté des dirigeants qui, dans les années 90, réamorcent le processus de la monnaie unique, désormais rebaptisée euro. L'économie et les monnaies des pays européens diventa realtà. C'est une réalité de l'Europe au quotidien que beaucoup d'Européens n'avaient encore jamais ressentie. Nous soudons maintenant les failles qui ont si souvent marqué nos divisions. Les exigences sont sévères et ne participent à l'euro au jour de son lancement le 1er janvier 1999 que 11 pays remplissant des critères économiques précis. Ces critères dits de convergence ont obligé ces nations à réaliser des progrès remarquables dans leurs finances publiques. À force de persévérance, une première vague d'États bénéficie de l'euro. Les Européens, grâce à leur monnaie commune, semblent enfin capables de rivaliser avec le dollar sur les marchés internationaux. Le 1er janvier 2002, l'euro, réalité financière depuis 1999, apparaît concrètement dans le quotidien des populations de l'Union. Les citoyens d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de France, de Finlande, d'Irlande, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Portugal, bientôt rejoints par la Grèce, tiennent en main une même monnaie. L'euro, qui représente le changement le plus brutal dans la vie de millions d'Européens, n'est pourtant qu'une étape de plus dans la concrétisation d'un rêve, émis il y a un demi-siècle par une poignée d'hommes, et qui aura à jamais changé la destinée de tout un continent.